Découvrons ensemble ce que sont les tests unitaires et quels sont leurs avantages dans nos codebases. Bonjour à tous, c'est Brian DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Et dans cette vidéo, on va parler des tests unitaires. Alors quand on parle de tests unitaires, eh bien forcément ça veut dire qu'il existe d'autres types de tests, notamment ceux-ci. Ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est un peu la pyramide des tests logiciels. C'est un schéma qu'on retrouve assez souvent quand on entre un peu dans le sujet donc des tests, du testing en général. Et on voit donc que les tests unitaires, c'est la base un peu de cette pyramide. On a ensuite les tests d'intégration et ensuite les tests de bout en bout, mais personne ne dit ça, tout le monde dit end-to-end testing. Et donc en fait, on va partir du haut pour aller ensuite vers le bas. Le end-to-end testing, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est un programme, c'est vous qui allez lui dire les instructions pour ce programme-là, mais qui va simuler en fait ce que va faire votre utilisateur. Donc en fait, si on part d'un test d'un site web par exemple, eh bien en fait, ça va carrément simuler un navigateur, ça va faire en sorte de cliquer quelque part, qu'il y a un modal qui s'affiche par exemple, et donc après que ça écrive quelque chose dans un champ, etc. Et ça va vérifier si votre application se comporte comme vous l'avez désiré en fait, et ça en simulant le fait d'avoir comme un vrai utilisateur qui utilise votre web app. Ensuite, en dessous de ça, on a les tests d'intégration. Les tests d'intégration, en fait, c'est un test qui va tester une fonction de votre programme. Donc là, on n'est pas dans de la simulation d'utilisateur, mais on est dans l'exécution de fonctions, mais des fonctions à haut niveau. C'est-à-dire que c'est des fonctions qui vont utiliser d'autres fonctions de vos programmes. C'est des fonctions un peu globales, comme par exemple le submit d'un form ou quoi que ce soit. Vous voyez, ça peut être plus petit, mais en gros, des tests d'intégration, c'est un test sur une fonction qui en appelle d'autres. C'est vraiment un bout logique un peu du programme. Et ensuite, donc à la base de tout ça, eh bien, on a les tests unitaires, l'unit testing, qui est fait pour tester une seule fonction qui, elle, pour le coup, normalement, n'en appelle pas d'autres. Donc, c'est vraiment une fonction unitaire de votre programme. C'est un peu le plus petit qu'on peut trouver. Et donc, à la base de cette pyramide, c'est les tests unitaires. Donc, on va avoir dans une architecture un peu normale de tests logiciels, parce qu'il y a pas mal d'architectures de tests qui existent, dans une architecture normale, eh bien, on va avoir beaucoup de tests unitaires, ensuite des tests d'intégration et ensuite quelques tests end-to-end testing. Donc voilà un peu comment ça s'architecture. Et donc pour en revenir un peu à une définition plus classique, un test unitaire en fait c'est une procédure permettant de vérifier le bon fonctionnement d'une portion précise d'un programme. Et c'est là où c'est important, parce qu'on vraiment on parle d'une portion précise d'un programme. On ne parle pas vraiment de est-ce que ma page s'affiche bien, quoi que ce soit. On parle de est-ce que cette fonction-là renvoie bien ce que je veux si jamais je l'appelle à un moment dans mon programme. Et on peut même faire plusieurs tests, c'est même conseillé plusieurs tests sur une même fonction pour voir si plusieurs choses sont bien cochées par rapport à ce que devrait faire en fait une certaine fonction. Et alors pourquoi finalement, pourquoi faire des tests unitaires? Eh bien, c'est en fait pour avoir moins de bugs en production, tout simplement. Parce que avant donc de mettre un code en production, avant de mettre votre nouvelle version, votre codebase en production, eh bien vous allez lancer vos tests. Vous allez lancer tous vos tests qui vont donc tester toutes vos fonctions, voir si ça réagit bien comme vous le voulez, et ça va vous dire si oui ou non ça ne réagit pas bien en fait. Donc si ça ne réagit pas bien, eh bien c'est un bug évité en production. Parce que si vous n'aviez pas eu vos tests, vous auriez mis votre code en production et cette mauvaise réaction, ce bug, eh bien, serait apparu en production justement pour un de vos utilisateurs. Et c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez avoir le bug le plus tôt possible pendant le mode de développement ou alors juste avant le mode de production. Comme ça, vos utilisateurs ne sont pas gênés par ces bugs-là. Donc c'est ça le gros avantage bien sûr des tests unitaires, mais des tests en général également. Au-delà de ça, bien sûr, vous allez pouvoir faire de la validation de bug fix. C'est-à-dire que si jamais vous avez un bug qui apparaît donc en production, vous allez le résoudre et ensuite vous allez créer un test qui va confirmer que ce bug-là est résolu et qu'il ne se reproduira plus. Parce qu'à l'instant où vous allez remettre quelque chose en production, eh bien ça va retester si ce bug fixe est toujours fixe et donc normalement il ne réapparaîtra pas en production. Ça peut également confirmer le fait que vos refactoring marchent bel et bien. Parce que pour rappel, un refactoring, c'est donc le fait de modifier le code d'une fonction, mais sans modifier son comportement, sans modifier donc ce qu'elle renvoie ou ce qu'elle reçoit en fait. C'est ça le refactoring. Donc si jamais vous faites un test sur une fonction et qu'après vous faites un refactoring sur cette fonction-là, eh bien votre test va pouvoir justifier que oui ou non, eh bien le comportement ne change pas du tout. Parce que le test est là pour vérifier justement le comportement de la fonction. Et en plus, au-delà de ça, à mon avis, ça permet d'avoir un code un peu plus propre. Parce que se forcer à faire du test sur nos codebases, c'est se forcer à faire des tests sur nos fonctions. Et en fait, ça va nous forcer un peu à écrire des fonctions plus simples, plus petites. Et c'est une pratique de clean code, en fait, d'écrire de petites fonctions afin que ce soit plus scalable et plus maintenable. Donc, écrire des tests va permettre d'avoir un meilleur code, un code plus propre.
Alors, quels sont les outils nécessaires à l'échelle d'un développeur JavaScript pour faire des tests unitaires, en fait, pour commencer à faire des tests unitaires? On va avoir trois types d'outils pour ça. Le premier, ce sont les test runners. Les test runners, ce sont ces outils qu'on va utiliser en ligne de commande en fait pour lancer nos tests. C'est-à-dire que c'est eux qui vont détecter où sont nos tests, où sont les fichiers des tests en fait dans notre code base et qui vont lancer les tests concrètement et qui vont après analyser le résultat et nous donner un rapport directement en console en fait. Donc le rapport de fin que vous avez, si vous avez un test qui a échoué ou si vous avez tous vos tests qui ont réussi, eh bien c'est le test runner qui va vous le faire. Le test runner le plus connu, c'est Jest. Jest, créé de base par Facebook, mais qui est maintenant à l'OpenJS Foundation. Et donc, c'est le projet le plus connu concernant les test runners. Mais un nouveau arrive et qui en plus a la même API que Jest, c'est-à-dire qu'il est très simple de migrer, c'est Vitest, qui va derrière utiliser Vite, qui va permettre encore plus de parallélisme et même du hot module reloading. Donc, ça veut dire que vous écrivez votre test, vous faites CTRL-S et il se recharge directement en console. Ensuite, le second type d'outils, c'est les assertion libraries. Les assertion libraries, ce sont en fait c'est un type de librairie qui va vous donner des méthodes qui vont permettre en fait de définir quoi attendre pour le test. Donc à la fin d'un test, si vous attendez que votre fonction renvoie un booléen, eh bien l'assertion library va pouvoir en fait, vous donner une méthode qui veut dire j'attends un booléen. Ou alors si vous attendez un objet qui a une propriété name qui vaut John par exemple, eh bien c'est avec l'assertion library que vous allez pouvoir avoir une méthode qui va exactement faire ce que vous voulez en fait. Donc l'assertion library c'est là pour vraiment vous donner les outils pour pouvoir définir exactement le résultat que vous voulez pour votre test. Et enfin, le troisième type d'outil qui est optionnel mais quand même assez courant, c'est les outils de code coverage. En fait, ce sont des outils qui vont vous permettre de savoir à quel point eh bien, l'étendue de vos tests est représentée par rapport à votre code base. Donc, en gros, si vous avez 10 fonctions, imaginons une code base très simple, vous avez 10 fonctions, vous avez des tests pour seulement 8 de ces fonctions, eh bien le code coverage, quand vous avez lancé votre commande, eh bien, il va vous dire seulement 80% de votre code est testé. En fait, il reste 20% et voilà où ils sont, c'est la ligne tick et la ligne tac. Donc c'est assez intéressant les outils code coverage. Ça va vous dire donc les fonctions qui sont testées, qui ne sont pas testées, mais également les branches des fonctions. Si vous avez un if else et que ça passe seulement et que vos tests passent seulement dans le if et pas dans le else, il va également le détecter. Donc c'est quand même assez puissant. Il faut savoir qu'au niveau des code coverage, donc il y a la plus connue c'est Istanbul qui est inclus dans Jest et on a également C8 qui est comme Istanbul mais en plus rapide et qui est inclus dans Vitest. Donc vous voyez qu'en fait c'est toute une grande famille un petit peu les assertion library et quand on en sait un, on connaît l'autre en fait et on peut les changer de différents projets quoi que ce soit. Alors maintenant, regardons un peu la structure d'un test vraiment très simpliste où ici on va tester json.stringify. Alors comme je vous ai dit, normalement, ce n'est pas quelque chose qu'on teste parce que c'est quelque chose natif au JavaScript. Ça ne sert à rien de tester ça en fait, mais là, c'était simplement pour le test. C'est ça un peu la structure basique d'un test. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir deux fonctions principales. La fonction test pour définir ce que l'on va tester et ensuite la fonction expect à la fin pour dire à quoi on doit s'attendre. Et donc après, dans un test normal, on décrit le test. Ici, donc, il doit donc should stringify an object to JSON format. Il doit mettre en chaîne de caractères un objet vers le format JSON. Donc, on a un objet simple, notre input. On a après notre output qui vient de la fonction qu'on exécute en prenant en compte l'input. Et ensuite, on expect, donc on s'attend à ce que l'input soit égal à ce format-là en fait. Et donc de cette manière-là, là vous avez un test tout simple qui teste si oui ou non json.stringify fonctionne comme il devrait fonctionner en fait. Donc c'est ça un test, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est simplement ça. Après il y a pas mal d'autres choses, bien sûr, c'est un sujet très très long les tests, mais en gros pour commencer les tests, eh bien c'est pas si difficile. Et pour que vous puissiez vraiment vous lancer dans les tests, eh bien j'ai créé un cours dédié sur les tests unitaires, comment commencer à sécuriser votre code en écrivant vos premiers tests unitaires pour votre code base JavaScript. Donc c'est un cours de 2h15, il n'est pas très long et va vous permettre en fait de commencer réellement enfin à avoir des tests sur votre code base. Alors je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément de tests et qui ont ce sujet un peu flou, en fait, qui ne savent pas exactement par où commencer ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est pas si dur que ça. Et pour bien commencer, eh bien, j'ai créé ce cours-là dans lequel vous allez comprendre Vitest, Jest, le coverage. Vous allez avoir des tests qui vont fonctionner sous Node.js ou même pour votre code front-end ou quoi que ce soit, avec des bonnes conventions de tests. Donc, vous avez même le plan du cours juste ici. Donc, je vous mets la page de ce petit cours-là en description juste en dessous de la vidéo ou alors à la fin de la vidéo, il y aura un petit lien également. Et puis, j'espère vous retrouver donc sur ce petit cours. J'espère qu'il va pouvoir vous aider à vraiment commencer à avoir donc des tests unitaires sur votre code base.
En attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon développement. On se retrouve sur une prochaine vidéo YouTube. À très vite.